Des milliers d'amendements examinés, des centaines d'heures de débat à l'Assemblée nationale, mais le vote sur la partie recettes du budget a été repoussé, car trop d'amendements restaient encore à examiner. La suite des travaux se poursuivra donc dans une dizaine de jours, le temps de laisser passer l'examen du budget de la sécurité sociale. Mardi, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre acte qu'on n'est pas prêt à voter, parce qu'on n'a pas fini l'étude des amendements, comme vous l'avez dit. Donc on va laisser la place dans l'hémicycle aux collègues qui vont discuter de l'autre budget, celui de la sécurité sociale. Et à l'issue de cette discussion, une dizaine de jours, nous allons revenir et reprendre la discussion sur la fameuse partie 1, en espérant aller au bout et peut-être la voter. Mais dans tous les cas, il est hautement probable que nous n'aurons pas pu voter et la partie 1, les recettes, et la partie 2. Ah oui. Face à ce calendrier qui semble impossible à tenir, le gouvernement maintient son objectif, mais commence à douter, après avoir promis au PS de ne pas se servir de l'article 49, alinéa 3. L'objectif d'avoir un budget d'ici au 31 décembre est un objectif qui est maintenu de la part du gouvernement. Vous pensez que vous allez y arriver? Ensuite, ces discussions prennent du temps. Il y avait plus de 3000 amendements sur la partie qui touche aux recettes du projet de loi de finances. Au RN, on dénonce un arrangement entre les socialistes et les macronistes. Que ce budget, il finira par passer par ordonnance. Et que c'est précisément la raison pour laquelle M. Lecornu a été renommé à Matignon dans un deal avec le Parti socialiste. Depuis sa nomination à Matignon, Sébastien Lecornu a adopté la stratégie des petits pas pour avancer, dans une course d'endurance qui semble de plus en plus difficile à tenir. On va en parler avec vous. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bonjour, merci d'être là. Et bonjour Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Oriane. Bonjour Yves. On a vu les débats qui s'annoncent donc de plus en plus compliqués. Le calendrier est contraint. On a entendu Philippe Juvin, c'était à votre micro hier Elisabeth. Est-ce que du coup, le budget est celui désormais, aussi bien sur le fond que sur la forme, de l'impossible vote ? En tout cas, c'est le budget de l'impossible prévision. On ne sait pas où on va. On avance, on voit bien, sinon heure par heure, au minimum journée par journée. Les débats de vendredi l'ont bien montré d'ailleurs. Et donc, on va être modeste. Je crois que la posture d'ailleurs de Sébastien Lecornu correspond bien à l'enjeu aujourd'hui sur le budget. On est sur une corde raide. Certains diraient qu'on est somnambule, parce qu'effectivement, le plus vraisemblable, ce qu'on entend le plus, c'est que ce budget ne sera pas voté. Il y a deux questions. Est-ce qu'il va s'arrêter à la partie recettes? Est-ce qu'il y aura même un vote négatif sur la partie recettes? Et alors, ça va directement au Sénat. Est-ce qu'il y aura une discussion qui ira jusqu'au bout? Ce sera voté à l'Assemblée, ça ira au Sénat. Ensuite, il y aura donc, comme Philippe Juvin l'annonçait lui-même, puisqu'il est d'ailleurs membre de la commission mixte paritaire, avec les 14 parlementaires, 7 députés, 7 sénateurs, est-ce qu'il y aura une CMP conclusive? Enfin, il y a plusieurs scénarios, mais l'hypothèse selon laquelle il y aurait une majorité pour voter ce budget 2026, évidemment, peu probable. Et d'ailleurs, on va en parler, mais les députés, on n'est pas encore au Sénat, mais les députés en particulier, ne pensent pas au budget. Ils ne pensent qu'à leur clientèle. Et c'est le drame de la situation d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? C'est pas souhaitable que ce budget passe, finalement, parce que c'est un très mauvais budget. C'est un budget qui fout l'économie, qui risque de foutre l'économie en l'air. Donc le plus simple, moi je pense qu'est le plus sage, ça serait, et on s'y achemine, c'est qu'il y ait une loi spéciale, qu'on reprenne les grandes lignes du budget de 2025, exactement ce qu'on a fait l'année dernière. Et puis il y aura une censure, et puis on va partir comme ça. Et puis peut-être qu'il y aura cette fois une dissolution, j'en sais rien. La seule différence, c'est qu'il y a les élections municipales au mois de mars. Donc ça complique un peu les choses. Mais ça veut dire que la méthode Lecornu aurait échoué. Oui, mais la méthode, il n'y a pas de méthode Lecornu. La méthode Lecornu, d'ailleurs, c'est dans tous les journaux, c'est partout, c'est la méthode des petits pas. C'est lui-même qui a utilisé Exactement. Et il a raison, d'ailleurs, c'est une très bonne formule. Parce qu'il improvise heure par heure, quoi. C'est le greffier d'une situation absolument ubuesque, je dirais assez honteuse, d'ailleurs, mais c'est normal, puisque vous avez un éclatement de l'Assemblée nationale qui n'a jamais existé de la sorte. Et donc, on est obligé exactement de faire ça. Exactement de faire ça. On n'est pas obligé de faire ça. Encore une fois, je suis très frappée par le fait que dans cette assemblée éclatée post-dissolution,
Enfin, on ne va pas revenir sans cesse, mais c'est la dissolution qui nous amène à cette situation. Les partis politiques pourraient avoir une vision un petit peu plus, élevée que, encore une fois, on le voit bien à l'œuvre. Chacun est en train de gérer son électorat parce que les municipales, parce que la présidentielle, pardon. On peut pas s'attendre à autre chose. Eh bien, on aurait pu espérer. Eh bien, ça ne se passe pas. Le budget 2026, dont on nous disait il y a encore quelques mois qu'il était fondamental pour éviter une nouvelle dégradation des comptes publics, parce que la situation, effectivement, à laquelle on peut arriver, que vous avez dessinée, c'est-à-dire une loi spéciale, une motion de censure. Déjà, la loi spéciale, les agences Moody's et toutes les agences d'ailleurs qui nous regardent vont considérer que c'est un moindre effort ou un défaut d'effort qui a été qui n'a pas été fait, et donc immédiatement nous serons sanctionnés. Nous serons de toute façon perdants budgétairement, puisqu'une loi spéciale, il y a des controverses sur le coût que ça représente, mais la Cour des comptes avait dit 12 milliards. Hier, le rapporteur du budget disait 10 milliards. C'est toujours mieux que l'histoire aux taxes. Hein. De toute façon, ça coûtera de l'argent. Alors, quel est le moindre mal ? Le moindre mal, ce serait, de mon point de vue, d'éviter quand même une dissolution qui, d'ailleurs, on ne sait pas comment elle peut s'articuler avec des municipales. Disons en gros que si on arrive à fin décembre, une dissolution dans ce contexte, ce serait assez, alors pour le coup, même pas ubuesque, chaotique. Comment ça s'articule avec des municipales ? Oui. En réalité, il y a des municipales et derrière, il y a la campagne présidentielle qui commence et donc c'est pas la peine de dissoudre. Non, mais alors moi je suis d'accord avec ça. C'est pas la peine de dissoudre. Avec une règle d'or, immobilisme. Il ne se passe rien. Est-ce que là, vous trouvez qu'il se passe quelque chose ? Non, mais si jamais on a un budget qui est un budget collectiviste, qui nous mène droit dans le mur, parce que c'est comme ça que ça pourrait se terminer. Mais c'est terrible, hein, ce budget, il est absolument tel qu'on veut qu'il soit peut-être adopté. Et parce que moi, je ne fais aucunement confiance, évidemment, au Rassemblement national, qui économiquement est très, très faible, pour racheter, si vous voulez, ce budget et faire en sorte de le sauver. C'est une catastrophe. Donc, que les groupes parlementaires ne s'entendent pas, moi, ça ne me surprend pas du tout, puisqu'on est, de toute manière, on a toujours été dans ce cas de figure-là en France. Mais pour vous, ils ne réussiront pas. C'est-à-dire, Sébastien Lecornu, il ne réussira pas à la fois à obtenir tant bien que mal l'aval de son camp et s'embraquer complètement les socialistes. Pour les raisons qu'a évoquées Elisabeth, chacun est prisonnier de sa trajectoire, j'ai envie de dire. Le Parti socialiste, pourquoi il fait cette surenchère ? C'est pas du tout pour essayer de rendre le budget plus présentable, c'est pas du tout pour essayer d'être dans le compromis. C'est, si jamais il y a des législatives, ne pas être décroché par rapport au reste de la gauche. Il est là le sujet. Le sujet, c'est que le Parti socialiste n'a pas choisi, en réalité. Il n'a pas choisi une stratégie entre se détacher complètement de LFI et donc faire un pacte avec Bloc Central, qui est de moins en moins bloc. Oui. On ne sait plus où il est. D'ailleurs, lui non plus. On voit bien que les leaders du Bloc Central eux-mêmes sont un peu perdus. En tout cas, nous, on est perdus, on n'arrive pas à les suivre. Mais bref, il aurait pu choisir de faire un accord avec le Bloc Central ou de rester complètement arrimé à la gauche. Il n'a pas choisi. Donc lui-même, voilà. Donc lui-même avance en se disant est-ce que ça passe, qu'est-ce que je fais. Il est en plus sans doute un peu divisé comme tous les partis. Donc si vous voulez, ça n'aide pas effectivement à ce qu'un compromis soit trouvé avec Sébastien Lecornu, un partenaire qui n'a pas encore anticipé sur là où il veut aller. C'est compliqué pour avancer. Mais cela dit, il va y avoir le Sénat, Yves. Le texte de l'Assemblée nationale, il va être lissé par le Sénat, vous le savez bien. Ce qui arrivera en commission mixte paritaire, ce ne sera pas le texte de l'Assemblée. Précisément parce que ce ne sera pas le texte de l'Assemblée, un accord transpartisan va être très difficile à trouver. Est-ce que le texte de la CMP peut être voté par l'Assemblée ? Mais justement, juste puisque vous parlez du Parti socialiste, on va écouter ce qu'en dit Éric Coquerel, le président de la France insoumise de la Commission des finances de l'Assemblée, qui était notre invité il y a quelques minutes. Bon, alors, ils ont un bon public avec les socialistes qui, manifestement, veulent absolument trouver un compromis. Est-ce que ça va permettre d'aller jusqu'au bout ? Moi, j'en doute. Peut-être sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, puisque les socialistes l'ont voté avec des horreurs à l'Assemblée. C'est la seule opposition qui, en commission à l'Assemblée nationale, avant que le texte vienne cette semaine en séance, a voté une partie de ce budget qui
qui entérine la retraite à 64 ans, qui sanctionne les soignants, les établissements. Qui suspend la réforme des retraites. Non, qui le décale. Il ne le suspend pas, justement. Il le décale. Et M. Macron a bien dit que c'était juste un décalage, c'est-à-dire qu'on entérine qu'à partir de... Les gens nés en 69, on reprendra la réforme des retraites et les autres ont un décalage de 3 mois qui, en plus, ils payent avec leur pension. En tout cas, là, j'ai bloqué à 62 ans et 9 mois jusqu'au début 2028. Vous avez entendu Éric Coquerel qui fustige l'attitude des socialistes. On ne sait plus où ils habitent, dit-il. Oui, mais ça, c'est normal qu'ils disent... c'est des sociotraîtres. De toute manière, aux yeux du reste de la gauche, ce sont des sociotraîtres. Et ils font tout pour essayer de ne pas passer pour des sociotraîtres, justement. En disant, grâce à nous... Parce que moi, j'ai assisté à des joutes entre des députés de la France Insoumise et des députés socialistes d'une violence rare, très rare. Et en disant, les socialistes en disant, oui, mais si nous on n'était pas là, il n'y aurait aucune avancée sur le budget favorable aux plus modestes. Et les autres disant, mais oui, mais vous faites les complices, finalement, du pouvoir en place et qui est un pouvoir qui est en échec. Donc, on est dans cette situation-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai qu'ils sont un pied dedans, un pied dehors, les socialistes. C'est difficile. Néanmoins, ce sont eux qui, pour le moment, ont la clé. Parce qu'il y a le Rassemblement national aussi, mais comme le Rassemblement national a l'air de vouloir quand même se calmer sur le plan budgétaire, eh bien, c'est les socialistes qui, aujourd'hui, ont la clé de savoir si ça passe ou ça casse. Non, mais il est excessif à votre micro. Éric Coquerel, c'est à ça qu'on le reconnaît. On reconnaît les LFI quand ils parlent des socialistes, évidemment, avec une telle violence qu'on se demande comment les socialistes peuvent encore leur tendre la main. Mais bon, on a bien compris, encore une fois, qu'ils n'ont pas tranché ce débat fondamental, les socialistes. Et donc, on va voir, mais oui, ils ont voté, vous avez bien fait de le rappeler, ils ont voté en commission parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites. Puis Sébastien Lecornu leur a fait un vrai faux cadeau en séance en leur disant nous allons renoncer au gel à l'année blanche sur les retraites et les prestations sociales. En réalité, ce ne serait jamais passé. Donc c'était un cadeau facile à faire. Mais voilà, Sébastien Lecornu, il cherche à faire en sorte, et il le disait hier d'ailleurs auprès de plusieurs confrères de la presse écrite, il se demande pourquoi les socialistes n'en profitent pas pour valoriser ce qu'ils ont obtenu. Voilà, je vous donne ça. Alors effectivement, c'est peut-être un peu maquillé, mais profitez-en, vendez-le, soyez fiers de ce que vous obtenez. Et puis, vous aurez des raisons de justifier cette recherche de compromis. C'est vrai que les socialistes, ils sont un peu compromis honteux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne l'assument pas. Olivier Faure, à l'instant, là, ce matin sur France Inter, dit « Nous ne sommes pas à la recherche d'un budget socialiste ». Alors ça, il a bien raison, parce que de toute façon, il l'a dit, Sébastien Lecornu, comment on peut imaginer... Le principe même du compromis, c'est que ce soit ni un budget socialiste, ni un budget, au grand regret d'Yves, un petit peu plus de droite macroniste. Ça, c'est sûr. Mais c'est le principe du compromis. Donc ce ne sera pas un budget socialiste, ce ne sera pas un budget macroniste. Suspension de la réforme des retraites. Il y en a des concessions qui vont suivre. Ça, c'est sur le PLFSS, oui. Oui, mais sur les deux. Leurs destins sont liés, quand même. Leurs destins sont liés. Alors, il y a le Parti socialiste, mais Sébastien Lecornu, il doit aussi composer avec son camp, l'ancien bloc central, et notamment Horizon et LR, qui mettent des conditions, pas de hausse de la fiscalité, et il va falloir faire des baisses de dépenses drastiques. C'est possible pour lui de concilier les deux ? S'il fait des compromis avec le Parti socialiste, il va être obligé de passer par des augmentations d'impôts. Ça me paraît. Amélie de Montchalin a alerté d'ailleurs vendredi en disant que le prélèvement obligatoire, c'est plus de 45%. Alors après, c'était son calcul à date. Les dépenses, on n'est pas dedans encore. On va voir le budget dépenses. Là, je les attends d'ailleurs, parce que ça serait intéressant de voir où ils vont avoir le courage de faire quelques économies. C'est toujours le problème des Français, du personnel politique, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. J'en ai rarement vu qui faisaient des économies. Ça fait quand même maintenant 55 ans
qu'on a 50 ans plutôt, 51 ans, qu'on a un budget bancal qui n'est pas à l'équilibre depuis 1974. Donc c'est pas demain que ça va s'améliorer de ce point de vue. On va voir. Là, mais bon, on n'y est pas au volet recettes, au volet dépenses encore. Hein. Et on risque de pas y être si on entend Éric Coquerel. Et puis, il y a quand même des obligations. C'est-à-dire qu'il y a des engagements qui ont été pris sur le front de la défense, sur le front de la sécurité et vraisemblablement, sur le front de l'innovation, je crois. On va voir tout ça, comment concilier, si vous voulez, alors que le monde est en train de bouger, alors que la France est en période de transition, comme tout le monde, comment concilier des économies avec la nécessité, justement, d'investir dans certains domaines pour être au niveau, ou pour être au niveau de demain. Ça, c'est tout le problème. Hein. Ça, c'est tout l'enjeu. Mais c'est pas de cela dont vous disiez. Malheureusement, on n'en est pas là. Malheureusement, on n'en est pas là. Hein. Compte tenu de notre situation financière, aura-t-on un budget à Noël? Ça reste la question qui nous obsède quand même depuis des semaines. C'est quand même terrifiant de voir qu'on est revenu à la situation d'il y a un an. Bon, c'est cette satanée dissolution qui a... Oui, mais on peut revenir d'ailleurs encore avant, hein, 2022, mais c'est vrai que on va aller vite à la présidentielle. Et on espère là, l'idéal, hein, j'ai envie de donner des perspectives quand même un peu heureuses, c'est que le débat de la présidentielle soit un beau débat. Mais on n'est même pas sûr de ça, mais que ce soit un beau débat avec des débats qui pourront être tranchés sur le fond. Vous me faites la transition, Elisabeth, vous êtes parfaite. Mais oui, parce qu'on va parler du sondage qui est paru hier à la une de la Tribune dimanche, justement, sur la présidentielle. Alors, il y a plusieurs enseignements de ce sondage, qui reste un sondage à 1 an et demi de l'élection, ça, mais il y a quand même un écart de plus en plus important qui est creusé par le Rassemblement national, qui est désormais largement en tête du premier tour de l'élection, si on en croit le sondage. Oui, qui d'ailleurs donne lui-même l'explication de cette course en tête, hein, en disant nous, et il le répète sans arrêt d'ailleurs, nous, on n'a jamais gouverné. Donc essayez-nous d'une certaine façon. Et c'est probablement une des explications du très haut niveau et de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Mais ce qui est impressionnant, c'est Jordan Bardella quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce jeune homme, il n'a pas 30 ans. Hein. Il est très jeune, il a une expérience quand même assez limitée de la vie, tout simplement. Et il séduit, il faut le reconnaître. Avec ses livres, là, il fait salle pleine, il fait salle comble. Il a le verbe plutôt assez facile, assez enjôleur. Et c'est une séduction, il exerce une séduction. En politique, ça compte beaucoup. Hein. On l'a connu avec François Mitterrand, on l'a connu avec tous nos présidents. D'ailleurs, à chaque fois, il y a quelque chose. Et donc, alors, ce qui est incroyable, c'est de se dire, est-ce que la France est capable, dans 2 ans, donc, d'élire un jeune homme comme ça? Alors, on se réfère évidemment à Emmanuel Macron, mais qui était un peu plus âgé, et qui avait un peu plus d'expérience quand même. Les 2 autres enseignements, rapidement, c'est effectivement le fait que Édouard Philippe, pour le Bloc central, a bien du mal quand même, après quand même avoir bien tenu. Je trouve que là, il commence un peu à décrocher. C'est toute la difficulté d'exister alors qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale et qu'on n'est pas dans un parti qui a le vent en poupe. Et puis le troisième, mais bon, je dirais que c'est un peu une constante, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il est toujours plus élevé que ce qu'on pense. Ce qu'on pense. Oui. Enfin bon, on va voir. Hein, ça part. D'abord, peut-être sur l'écart de plus en plus important, Elisabeth, entre le Rassemblement national et le Bloc central et la gauche. C'est-à-dire que là, le Rassemblement national engrange. En ce moment, il ne peut que profiter de la situation, franchement. D'autant que le couple Le Pen-Bardella, il fonctionne. Voilà, il fonctionne. Elle, présidente de groupe, très précautionneuse avec son expérience. Le coup de la semaine dernière sur l'accord franco-algérien, c'était quand même très habile. Et lui, effectivement, avec son capital séduction, vous l'avez dit. Tout ça ne préjuge rien de ce qui se passera pendant la campagne. Prédictif, hein. Mais rien. Les faits de campagne, vous l'avez bien vu, et c'est évident, il suffit de se rappeler de François Fillon, de DSK, etc. Ça ne préjuge rien du point d'arrivée. On est là aujourd'hui dans une situation où le RN est ultra dominant et séduit les Français. C'est la perspective qu'ils veulent. Et ça ne préjuge rien, c'est ce que dit Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui était l'invitée ce matin d'RTL.
Moi, je veux qu'on fasse mentir ce sondage. Parce que ce sondage, au fond, c'est les illusionnistes, à nouveau les arnaqueurs. C'est des gens qui promettent beaucoup de choses, oui, dans les théâtres, quand Jordan Bardella lit son livre, mais qui, dans l'hémicycle, quand ils votent, n'ont aucune cohérence et ne veulent pas surtout que ça rentre dans la vie des Français. Je m'explique. Si vous votez des amendements, mais qu'à la fin, vous êtes contre le budget, tout ce que vous avez voté avant n'existe pas dans la vraie vie. Donc moi, je préfère travailler avec des gens qui voyaient pas à pas. Eh bien, et je sais pas une question de préférence, c'est aussi je suis à leur service. Ça peut prendre ça comme argument, le côté illusionniste? Oui, non, ça va être très compliqué. Bon, alors, il faut bien insister, Elisabeth a eu raison, un sondage n'est pas prédictif. C'est aujourd'hui, il y a de l'eau qui peut couler sous les ponts, il y a une campagne, il y a tout ce qu'on veut. Mais ça va être très compliqué pour les autres de trouver des arguments, hein, parce que je dirais que la période, et toute la période depuis la dissolution, est guère flatteuse pour les autres partis, hein. Moi, j'arrête pas d'entendre des gens dans la rue et ailleurs, sur les plateaux de télévision, mais pas des experts, hein, des Français, qui disent « Mais comment vous n'arrivez pas à vous entendre ?» Ça, c'est quelque chose que les Français, beaucoup de Français, n'arrivent pas à comprendre. Comment vous n'arrivez... Vous nous emmenez dans le mur parce que vous vous chamaillez comme dans une cour de récréation. Et ça, c'est mortel, hein, pour la plupart des partis politiques. Je ne crois pas qu'il y ait un parti politique, alors en dehors du Rassemblement national, qui est étrangement mis de côté parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir, mais tous les autres, ils sont mis un peu dans le même sac, et voilà. Hein. Et ils vont avoir du mal à trouver des arguments pour contrer le Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que toutes les statistiques, que ce soit sur le plan régalien, sécurité, immigration, que ce soit sur le plan de la dette, que ce soit... Enfin... Pour le moment, ça tient sur le front économique, mais ça va tenir combien de temps ? Si le chômage repart, si la dette va continuer à se creuser, voilà, ça va être compliqué, hein. Le pouvoir d'achat. Mais Amélie de Montchalin, quand elle dit « sont des arnaqueurs », ce qu'elle oublie, c'est que les Français pensent que tous ceux qui ont gouverné ces nations sont des arnaqueurs. Oui. Parce qu'ils n'ont pas, eux, le résultat de ce qu'on leur avait promis. Et c'est très, très profond, ça, dans l'opinion. Alors, il y a une partie qui dit « entendez-vous », mais dans le fond, même s'ils sentent que le Rassemblement national... Bon, Jordan Bardella, il est trop jeune. Est-ce qu'il est au niveau ? Il y a quand même des interrogations, y compris d'ailleurs au sein du RN. Marine Le Pen, il est vraisemblable. Enfin, là non plus, je ne veux pas faire de prévision, mais est-ce qu'elle pourra être candidate ? Il y a quand même des risques pour elle qu'elle ne le soit pas. Donc tout ça est très fragile. Mais il y a eu tellement de frustration et tellement de déception par rapport à ceux qui ont gouverné que quand Amélie de Montchalin dit arnaqueur, ça va se retourner contre elle. Ce sont vous les arnaqueurs. Et donc c'est ça aussi qui nourrit évidemment un Rassemblement national ultra dominant avec en face des leaders qui sont un peu disqualifiés. Un mot sur la gauche, Elisabeth, il nous reste une minute. Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon qui sont au coude à coude, mais avec, Éric Coquerel le rappelait, un Jean-Luc Mélenchon qui n'a jamais été aussi haut dans les sondages à 1 an et demi d'une élection présidentielle. Oui, alors on connaît l'habileté de Jean-Luc Mélenchon. Le rêve de Jean-Luc Mélenchon, c'est de jouer le vote utile à plein, de faire le match face à Marine Le Pen. Il pense qu'il peut gagner. C'est pas pour l'instant ce que montrent les sondages, au contraire. Mais il aura gagné pour l'éternité le leadership sur la gauche et d'être l'opposant. Écoutez, il y a de l'eau à le couler sous le pont. 12,5% pour Jean-Luc Mélenchon dans une des hypothèses. Ça prouve en effet qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont très, très sensibles à ce discours chaotique de Mélenchon. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, non, c'est vrai. Bon, il a le talent du discours, du tribunicien. C'est sûr qu'à gauche, il y en a peu qui peuvent le concurrencer. Voilà. Et on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. On va terminer par l'histoire du jour. C'est la une de Centre Presse, le journal de l'Aveyron. C'est l'histoire de Michel Armand qui, pour soigner une dépression, a entrepris une marche vers Rome. 84 jours pour traverser la France. Alors en plusieurs fois, il a traversé la France, une partie de la Suisse et de l'Italie. 1600 km tout de même. Il passe par le Puy-en-Velay, départ mythique de ceux qui s'élancent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Il dit avoir traversé des paysages sublimes, mais pas toujours faciles. Le col du Grand Saint-Bernard qui fait basculer vers la vallée d'Aos, les plaines du Pô, la Toscane, ça fait rêver. Il a achevé sa marche place Saint-Pierre et il termine son récit par une citation de Gandhi que je vous livre.
croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Il va mieux ? À méditer. Du coup, il va beaucoup mieux. Eh ben, du coup, il va beaucoup mieux. Après ces journées de marche, il va mieux. 84 jours. Eh ben, pas mal. Il faut le faire. Il faut le faire. Ah oui. Bravo, Michel. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée. Merci, Ariane.